Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir et très bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver. Je ne peux pas dire de vous voir parce que je ne vous vois pas vraiment. Décidément, le matin, je vous imagine déjà sur Radio Classique. Là, je suis plus proche de vous et on va partager ensemble les plaisirs d'un opéra absolument fabuleux qui est cette Turandot, Turando selon la prononciation, qui est signée Giacomo Puccini. Je vais vous demander de faire un petit voyage en remontant le temps et d'imaginer que vous êtes à la Scala de Milan. Nous sommes le 25 avril 1923, 26, et dans quelques instants, le rideau va se lever, les musiciens se sont accordés, les chanteurs sont prêts derrière le rideau, et on attend impatiemment cet opéra parce que, d'une certaine manière, c'est un opéra miraculeux. L'Italie, après la mort de Verdi, était restée désespérée. Verdi avait été le plus grand compositeur d'opéra, il avait eu une très longue vie, il avait laissé des chefs-d'œuvre, Aïda, Nabucco, Traviata, Lady Macbeth et bien d'autres. Mais c'était aussi un homme magnifique, généreux, qui avait beaucoup aidé le Risorgimento, c'est-à-dire à lutter contre l'envahisseur, les Autrichiens d'abord et puis les Français. Et c'est pour ça que dans presque toute l'Italie, sur les murs, on voyait écrit « Viva Verdi ». Et Verdi, ça voulait dire V comme Vittorio, E Emanuele, D Italia, c'est-à-dire le roi que l'on avait chassé. Et non seulement il avait défendu sa patrie et l'identité de sa patrie, mais il avait acheté des centaines d'hectares de marais qu'il avait fait assécher et qu'il avait distribué aux paysans, aux agriculteurs, parce qu'il y avait une grande famine sur l'Italie dans ces années-là. Il avait aussi créé la première maison de retraite pour les vieux musiciens et les vieux chanteurs. Il n'y avait rien jusque-là. Tout ça sur ses fonds personnels. Et lorsqu'il était mort, c'est vrai que l'Italie, jusqu'au fond de l'Italie, on avait porté le deuil. Et puis on avait attendu. Celui qui allait lui succéder, le miracle, s'appelait Puccini, Giacomo Puccini, qui était arrivé, qui était magnifique, très bel homme, une sorte de Liszt à l'italienne, et qui avait tout de suite, avec un opéra qui s'appelait La Bohème, rassuré les Italiens. Ils auraient leur grand compositeur d'opéra. Et tous les dimanches, quand la famille se réunit en Italie, on chanterait les airs principaux des opéras. Et puis il y avait eu Butterfly, puis il y avait eu Tosca, et puis plus rien. Plus rien pendant 26 ans, jusqu'à ce soir-là, à la Scala de Milan, où on allait écouter cette princesse Turandot, qui était le dernier opéra de Puccini. Alors non seulement c'était un événement, mais en plus le chef c'était Arturo Toscanini, qui était aussi une autre dieu pour les Italiens, le meilleur chef au monde. Alors le rideau s'est levé, et comme toujours chez Puccini, pas d'ouverture, on entre directement dans l'action, on est arrivé à l'entracte, deuxième acte, tout le monde applaudissait. Après un moment tout de même d'inquiétude au début, parce que ça ressemblait si peu à ce à quoi ils étaient habitués. Et puis, à la fin, au troisième acte, en plein milieu, après la mort de la petite esclave qui s'appelle Liu, je vous en parlerai dans quelques instants, le maestro Toscanini s'était arrêté. Il avait posé la baguette sur le pupitre, il s'était retourné vers la salle, vers vous, et il avait dit, c'est sur cette mesure, précisément, que la mort a été plus forte que l'art. Et tout l'orchestre s'est levé, les larmes aux yeux. Puccini pleurait aussi, la salle aussi debout. Parce que Puccini n'était pas dans la salle. Il était ailleurs, dans un autre monde. Il était mort avant d'avoir terminé cet opéra, qui a été terminé par Alfano, qui était un de ses collaborateurs. Ce qui fait que cet opéra est resté, pour plusieurs raisons, dans la légende, d'abord pour cette création qui célébrait en même temps la mémoire de Puccini, et de quelle sorte avec ce maestro, lui aussi de légende, pour une autre histoire qui touche de très près à la vie de Puccini, et enfin parce que c'était l'entrée pratiquement dans la création du XXIe siècle, presque. Avec, vous allez voir, ne vous attendez pas à un opéra classique, tel que vous les connaissez, tel que je les connais, avec l'ouverture, avec l'orchestre, un air, un grand air, l'orchestre, un grand air, l'orchestre, un grand air, même chez Verdi, même chez ce génie qu'est Verdi, il y avait les passages d'orchestre qui sont en quelque sorte un travail qu'on fait
un peu vite pour lancer l'air que tout le monde attend. C'est pas ça du tout chez Puccini. Chez Puccini, l'écriture met l'orchestre au niveau des chanteurs. C'est un partenaire entier avec les chanteurs. Et deuxième difficulté, l'écriture de Puccini demande aux chanteurs ce qu'en termes de métier nous appelons, nous, des tessitures tendues. Qu'est-ce que ça veut dire? La tessiture, c'est la mesure d'une voix, de sa note la plus grave jusqu'à la plus aiguë, jusqu'où la basse peut descendre, jusqu'où la soprano peut monter. Et on dit, quand on monte au-dessus de ce qui est possible, on dit que la tessiture est tendue. Et c'est pour ça que cet opéra, la plupart du temps, a été chanté par des chanteuses wagnériennes. Parce que vous allez voir, Turandot, on lui demande de monter très très haut, et non seulement on lui demande de monter très très haut, c'est pareil pour le ténor, c'est pareil aussi pour Liu. On leur demande de passer au-dessus d'un grand orchestre et d'un grand chœur, en montant au-dessus de leurs possibilités. Donc c'est un opéra qui est difficile aussi parce qu'il faut rentrer dans le jeu de Puccini, qui fait un opéra orientalisant. Il s'est arrêté sur cette légende. Puccini est quelqu'un qui travaillait un orfèvre de ses livrets. Il s'occupait de ses librettistes, il intervenait, et pour la musique, c'était exactement la même chose. Donc il a commencé par aller à l'ambassade de Chine, et il a demandé à Milan, il a demandé à avoir des enregistrements des musiques traditionnelles médiévales, puisque ça se passe au Moyen-Âge. Il s'est rendu à Londres pour consulter des manuscrits que les Anglais, quand ils avaient commencé de s'installer en Chine, d'essayer de coloniser la Chine, avaient rapporté, où on racontait par exemple l'histoire de Sui, la célèbre impératrice qui a tué tous ses maris et toutes celles qui accompagnaient les maris pour être, je crois, le plus long règne de toute l'histoire. Donc il a consulté tout ça, il a modifié les livrets et surtout il a rentré dans l'orchestre, vous verrez tout à l'heure, des instruments qui d'ordinaire n'y sont pas, qui sont des instruments chinois. Les gongs, il n'y a pas d'entrée dans les palais chinois sans gong. Les percussions sont des baguettes, comme des baguettes dans les restaurants chinois. Et vous verrez, ça fait un petit son très sec, comme les socs des suivantes de Puccini. Tout ça est absolument magnifique et il y a cette histoire qui est quoi? Un conte de fées. Un conte de fées qui s'inspire aussi de la réalité. Tsui a été la plus cruelle des princesses. Donc il était une fois Turandot qui vivait dans son palais, qui refusait de se marier. Pourquoi? Parce que dans des temps plus anciens encore, une de ses arrière-grand-mères avait accueilli un prince étranger qui avait pillé son palais, qui avait mis le feu à toute sa ville, qu'il avait enlevée et qui l'avait rendue tellement malheureuse qu'elle s'était suicidée. Et donc Turandot a décidé qu'elle poserait 3 énigmes à chaque prétendant et que s'il ne trouvait pas la solution des 3 énigmes, il serait décapité. Quand le rideau se lève, on voit la foule qui discute parce qu'il va y avoir une exécution. Il y a un prince qui vient de Perse, qui n'a pas trouvé la dernière énigme et qu'on va décapiter le énième. Et le peuple s'inquiète, ils aimeraient bien avoir des enfants. Et là, il y a un vieillard qui est aveugle, qui est conduit par une petite esclave qui s'appelle Liu. Et au premier regard, un autre prince qui vient d'arriver, pour lui aussi tenter sa chance, mais qui est anonyme, a reconnu son père. Et la petite Liu va tomber amoureuse de ce prince, alors que le prince va tomber éperdument amoureux comme les autres au premier regard, lorsqu'il voit entrer Turandot. Alors je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que tout ça est traduit et inscrit, vous allez pouvoir la suivre. Est-ce que Calaf, c'est le nom du prince étranger, trouvera la clé des 3 énigmes? Est-ce que Turandot acceptera de descendre de son piédestal, d'oublier son orgueil et de l'épouser enfin? Vous allez le découvrir tout au long de ces actes. Simplement, on m'a dit parfois le matin, que ce soit sur France Inter ou Radio Classique, que finalement la vie privée des compositeurs n'avait pas d'intérêt sur leurs œuvres. Et j'ai dit, mais comment peut-on dire ça? Toute la vie des grands compositeurs, des peintres, des sculpteurs, des écrivains, ne raconte que ce qu'ils ont vécu. Et si je vous dis ça, c'est que vous écouterez très attentivement l'air de Liu, la petite esclave qui va préférer se suicider plutôt que de révéler le nom de Calaf, du prince étranger. C'est exactement ce qu'a vécu Puccini chez lui, dans son village. Il avait eu un accident d'automobile, il ne pouvait plus marcher. Il s'était réfugié dans ce village où il passait ses vacances avec son épouse,
qui était horriblement jalouse. Madame Puccini, elle avait quelques raisons. Et il y avait une petite paysanne qui avait quoi, 15-16 ans, une gamine, qui était là pour le servir. Elle était comme toutes les jeunes filles qui sont devant d'abord un homme très beau et ensuite un génie de l'opéra. L'opéra, c'est vital en Italie. Tout le monde chante l'opéra, les chauffeurs de taxi, les marchés, partout. Donc elle était là devant un dieu. Et elle ne savait pas que faire pour lui être agréable, tout ça avec une innocence absolue. Et Madame Puccini, un jour, devant tout le monde, l'a traitée de tous les noms et de prostituée. Et cette gamine s'est suicidée. Elle s'est suicidée horriblement en avalant du poison. Elle a agonisé une semaine entière et elle est morte. Et la famille, horrifiée, a demandé une autopsie. On a autopsié cette petite fille qui s'appelait Doria, et elle était vierge, bien sûr. Et c'est un procès qui a soulevé toute l'Italie d'indignation. Madame Puccini est passée au tribunal, a été condamnée à une peine de prison qu'elle devait évidemment effectuer, une énorme amende que Puccini a doublée pour que sa femme n'aille pas en prison. Eh bien, vous écouterez particulièrement, il y a quelques grands airs, bien sûr, il y a Nessun Dorma que Pavarotti a chanté dans tous ses concerts, mais l'air de Liu est une pure merveille parce que c'est le cœur saignant de Puccini qui est dans les notes. Et vous verrez, il faut qu'elle monte sur un fil de voix très très haut, à peine perceptible. C'est horriblement difficile à faire, mais c'est magique. C'est tout cela que nous allons partager ensemble. Je vais vous présenter les artistes. Donc, Turandot, c'est Elena Baramova. Je vous ai dit qu'il fallait des grandes voix. Vous verrez la sienne et wagnérienne. C'était toujours des wagnériennes, je vous l'ai dit, mais c'est des voix avec une projection énorme et magnifique. Le prince étranger, Kalaf, celui qui est tombé amoureux, c'est Boris Taskov. Liu, la petite Liu, c'est Maria Tsetkova. L'orchestre et les chœurs viennent de l'Opéra national de Rousset et ils sont dirigés par le maestro Slavil Dimitrov et la mise en scène est de Florence Nechev. Je vais vous demander d'applaudir tout de suite l'orchestre parce qu'ils sont formidables. Je vous remercie beaucoup de votre attention et dans quelques instants, vous aurez l'occasion d'applaudir le maestro. Merci beaucoup, très bonne soirée.